bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Eh bien, pour celles et ceux qui étaient là avec nous juste avant, on va quelque part prolonger nos échanges avec vous, Laurent Darmon, sur un autre sujet, mais qui est quand même un peu lié, on peut le dire. Ce qu'on peut dire, peut-être en préambule, c'est qu'on vit une époque, allez, je vais dire fascinante, parce que jamais l'humanité n'a produit, échangé et enregistré autant de données. Nos vies, nos choix, nos émotions même se traduisent aujourd'hui en informations. Alors selon vous, Laurent Darmon, après l'ère religieuse et l'ère humaniste, on entre dans un nouveau monde, le monde dataïste, où la donnée semble devenir la mesure de toute chose. Vous allez nous en reparler dans un instant. Un monde où on apprend, on aime, on décide à travers des données et aussi des algorithmes. Cette révolution, elle n'est pas seulement technologique, elle bouleverse notre rapport à nous-mêmes, à la vérité, à la liberté et au pouvoir. Alors comment est-ce qu'on vit dans ce monde sans le subir? On va essayer d'évoquer ce sujet également. Comment est-ce qu'on reprend la main sur notre propre obsolescence, comme vous l'évoquez? C'est ce qu'on va explorer avec vous. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est donc une thèse, quelque part, que vous portez, une thèse forte, celle qu'on n'est pas dans un simple, celle qu'on n'est pas simplement dans une évolution technologique, mais dans un changement de civilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Oui, on est dans un vrai changement du rapport à la réalité, au réel, à la vérité aussi. Finalement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, au moment du religieux, on expliquait le monde à chaque fois avec l'idée de Dieu. Pourquoi ceci? Parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu l'a créé. Est arrivé l'humanisme, et à ce moment-là, c'est l'homme qui reprend un petit peu son destin, et avec la science. Et la question fondamentale est à cette époque les règles scientifiques qui expliquent les comment. Comment le monde fonctionne, comment on peut le dominer, et comment, quand on rentre un input, on arrive à un output, c'est-à-dire la règle scientifique qui nous permet de construire des choses. Et ça permet à l'homme de reprendre le contrôle, finalement, de cette réalité que j'évoquais à l'instant. Le monde dans lequel on est aujourd'hui est très différent. C'est un monde où, finalement, on est plutôt guidé par le résultat, par la satisfaction, par une sorte d'exigence du court terme, où la règle importe peu. À tel point, et on l'a vu avec l'intelligence artificielle, on n'a plus des règles scientifiques pour expliquer l'intelligence artificielle, mais on a des statistiques. Les statistiques, ce n'est que de la donnée agrégée qui nous permettent de définir la règle à partir de la donnée elle-même. Donc vous voyez qu'on change fondamentalement. Et cette donnée, elle nous permet de revoir le monde pour deux raisons. La première, c'est que le monde lui-même, l'univers, peut être réduit à de la donnée. Il y avait un fameux astrophysicien, John Wheeler, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait cette formule à la fin de sa vie, une fois qu'il avait vraiment beaucoup accumulé de savoir, qui disait It from bit. Et ça voulait dire qu'en effet, ce qu'il avait conclu, c'est que tout pouvait être amené à de la donnée. L'humain, l'homme, lui-même peut, d'une certaine façon, être réduit à un algorithme biochimique qui fait qu'on réagit par rapport à des stimuli, par rapport à des hormones, par rapport à des systèmes nerveux qu'on peut avoir, qui fait que finalement ce n'est à chaque fois que de la donnée. Donc cette donnée qui est partout, elle préexiste à l'émergence de ce que j'appelle le dataïsme. De la même façon que dans les religions, Dieu préexistait à la création de l'homme, ou que les lois scientifiques préexistaient à l'humanisme. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette donnée, elle est utilisable, on arrive à l'extraire et on arrive maintenant à l'affiner pour l'utiliser. Et donc le dataïsme, c'est justement l'homme qui commence à utiliser toute cette data, qui la génère et qui l'utilise pour sa satisfaction. Et vous parlez vraiment d'un changement de paradigme. Si on creuse un peu le sujet, à quel moment ou dans quel signe concret au pluriel on a vu ce changement de paradigme s'installer et émerger, opérer? Il y a deux mouvements qui se sont passés en parallèle, qui sont d'une certaine façon indépendants. Le premier, c'est deux guerres mondiales, la bombe atomique, qui tout d'un coup amène que la science, qui était censée être le progrès, souvent même science et progrès étaient considérés comme des synonymes, on a du mal à considérer que la science devient le progrès.
Et puis vous avez la télévision qui, à ce moment-là, commence à montrer la guerre du Vietnam, commence à montrer les horreurs, la famine, et qui montre bien que ce progrès n'est pas finalement quelque chose qui fait que la croyance qu'on avait que demain sera toujours meilleur que hier est quelque chose sur lequel on commence à douter. On commence à douter aussi qu'on est dans un monde où finalement, si tout est à somme nulle, si on peut en tirer son propre intérêt au détriment du collectif, il y a peut-être quelque chose à en gagner. Ce n'est pas très positif ce que je viens de dire, mais tout ça a amené finalement une sorte de désillusion par rapport aux règles de l'humanisme sur lesquelles on avait construit 200 à 300 ans de progrès. Et puis le deuxième phénomène, c'est celui tout simplement de la data qui émerge avec d'abord Internet qui fait que tout d'un coup, on a beaucoup de données qui sont générées. Internet génère énormément de données, mais surtout cette donnée est accessible pratiquement à tout le monde, en tout cas de plus en plus de gens. Et quand vous avez le téléphone qui arrive et le smartphone qui arrive, tout d'un coup, toute cette donnée, elle est utilisable sur vous, dans un device que vous avez en permanence, et vous avez maintenant à peu près 95% de la population qui se retrouve avec un téléphone. Donc la data, elle est partout. Et puis, il y a le moment Spoutnik. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le moment Spoutnik. Le moment Spoutnik, c'est au moment où les Américains ont vu les Russes dans l'espace en 1957 et ont compris qu'il y avait tout un progrès qui avait été constitué. Comme l'a dit Luc Julia, tout ça est que le fruit d'une histoire. Mais à un moment, le 30 novembre 2022, vous avez ChatGPT qui sort et on se rend compte comment on arrive à un certain point de l'utilisation de cette donnée statistique que tout le monde peut utiliser. Alors, on va évidemment s'intéresser à quel impact ça a sur le monde, sur la société, sur nos usages individuels ou collectifs. Peut-être juste avant cela, pour essayer de comprendre un peu la photo globale, qu'est-ce que ça change tout ça sur notre manière de vivre ensemble déjà? Alors ça change tout, tout simplement parce que avant on était dans un monde d'idées. Les idées, c'était les valeurs, c'était ce sur quoi on construisait ensemble. Là, la donnée, ça nous permet d'avoir une satisfaction individuelle. Ça nous permet de créer cet optimum que pour nous. Les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. La montre connectée vous permet de savoir ce que vous pensez ou ce que votre santé à vous. On peut construire des médicaments pour chacun. Donc on va vers quelque chose d'hyper personnalisé avec ses inconvénients. Je pense que tout le monde les verra, ses avantages aussi. Mais tout d'un coup, cette vision individuelle, elle remet en cause finalement le pacte social, le pacte qu'avait formalisé Jean-Jacques Rousseau, qui est un abandon de ces libertés individuelles pour des institutions collectives. Et jusqu'à maintenant, on considérait tout ce qu'on avait plutôt à gagner de ces institutions collectives, de l'école, de l'armée, la sécurité. Tout ça, c'était des choses que nous apportait le vivre ensemble. Puis tout d'un coup, vous arrivez dans une société où finalement, on va exploiter sa propre data pour son propre intérêt. Oui, et il y a un chiffre, vous allez le rappeler dans votre livre justement, sur le fait qu'il y a plutôt un consensus sur individuel de donner quelque part l'accès à ces données-là individuelles. Oui, on a mis avec la RGPD des cookie walls, par exemple, qui font que vous acceptez ou pas. Aujourd'hui, les taux d'acceptation de partager l'ensemble de ces données, c'est à peu près 70%, et c'est beaucoup plus fort chez les plus jeunes, donc c'est un taux qui est sans doute appelé à progresser. Donc on voit bien que là où la loi avait dit « faites attention à ce transfert que vous faites », aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait de façon un peu systématique. Et conscient. Et conscient, donc il ne faut pas le voir forcément négativement. Hein. Il y a quand même un pacte qui est fait entre on me donne un service hyper spécialisé et en échange je donne mes datas. Donc il faut qu'on soit conscient de ça. Je pense que quand c'est gratuit, l'adage dit c'est que c'est nous le produit, et c'est vrai. Donc à un moment, il faut qu'on se pose la question, est-ce que quand je donne ces datas-là, ça vaut le coup ou pas? Et il y a des fois où manifestement, c'est un peu radical que de donner toute sa vie privée. On entend souvent la formule que la data est devenue la matière première de notre époque. Vous, comment est-ce que vous la définissez? Alors, on avait avant le pétrole, qui était la matière première, l'or noir du fin du 19e, début 20e. La grande différence qu'on a par rapport au pétrole, c'est que quand on consommait le pétrole, finalement, c'était une denrée périssable qu'on n'avait plus. La data, ce n'est pas ça du tout. Quand on utilise la data, on l'enrichit. Donc on est face à quelque chose qui s'auto-entretient. Donc l'effet est potentiellement bien meilleur, puisque c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, mais il est plus pernicieux, puisque c'est quelque chose qui va s'enrichir et être réutilisé
de plus en plus. Donc je pense qu'il faut surtout être conscient de cette donnée qu'on utilise, de sa valeur qu'on a. Et quand on parle souvent des grands Américains, leur grande force, c'est pas d'être américain, c'est pas les levées de fonds, c'est d'avoir cette capacité d'accéder à l'ensemble de ces données mondiales. Une petite anecdote, c'est quand Netflix ouvre un nouveau pays, il a suffisamment de données qu'il arrive à extrapoler sur ce pays-là, tout simplement parce que par des extrapolations, il arrive à reconstituer les goûts d'un pays donné, ce qui est inaccessible quand vous êtes une entreprise qui essaye de créer. Donc l'accumulation de données crée une sorte de rente de situation pour les gens, pour en tout cas ces grandes big tech, pour en faire toujours plus. Et donc on a un problème de mise en concurrence. J'aimerais qu'on creuse ce sujet parce qu'on comprend bien que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle s'entraîne avec nos données, c'est-à-dire que tout ce qu'on produit, écrit, regarde, alimente ces systèmes. Est-ce que quand même, ça doit un peu nous inquiéter ? Alors, oui et non, parce que pourquoi je dis oui et non ? On a un propos ici qui est beaucoup tourné vers cette data, l'intelligence artificielle dangereuse. J'enlèverai rien à un certain discours, mais il faut quand même voir tout ce qu'elle nous apporte. Il y a des progrès fabuleux qui sont faits dans la médecine. Je pense que dans l'éducation, l'école, où c'est le même cours pour 25 élèves, quel que soit leur contexte, leur aide, leurs difficultés, les handicaps qu'ils peuvent avoir, on voit bien que ça peut avoir ses limites face à des systèmes qui peuvent être hyper spécialisés. On vit dans des villes où on a des flux de données, d'informations qui sont compliqués à gérer pour l'humain. Et donc là, le big data peut nous aider là-dessus. On a des progrès à tirer aussi des économies d'énergie. Donc je pense qu'il ne faut pas occulter tous ces avantages qu'on a. Et donc le grand danger qu'on a si on essaye de trop réguler, c'est en effet de passer à côté de ces avantages. Donc il faut qu'on fasse des choses intelligentes par rapport à ça. Et moi, mon propos sur ce sujet-là, c'est que c'est un sujet politique. C'est dans quelle société on veut vivre. Je vais juste donner un exemple, ou deux exemples. Le harcèlement. Le harcèlement, c'est quelque chose qu'on interdit normalement, qu'on tolère sur les réseaux sociaux. Pourquoi on le tolère sur les réseaux sociaux ? Pourquoi il y a ce principe d'anonymat, en tout cas apparent, qu'on a sur les réseaux sociaux, qui permet aux gens de penser que rien ne leur arrivera ? Pourquoi ? Quand vous dépassez 10 km/h sur la route, vous avez un radar qui vous prend, mais sur les réseaux sociaux, alors qu'on a des outils de LLM qui savent très bien analyser quand est-ce qu'on est sur du harcèlement ou pas, ou en tout cas qui savent les identifier pour pouvoir amener à une sorte de police pour quand il y a des cas qui se poseraient, pouvoir réguler, on laisse des enfants être harcelés sans pouvoir réagir parce qu'on ne le voit pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si personne ne se manifeste, on ne le voit pas. Il y a trop de données. Donc on a les moyens de pouvoir traiter ces choses-là. Mais évidemment, ça veut dire que tout d'un coup, on a une police de ces choses-là. Est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on ne le veut pas ? Moi, je n'ai pas une position qui est de vous dire ce qu'il faut. Par contre, ce que je constate, c'est que dans le débat politique, tout ça est totalement absent. Et du coup, c'est quoi le bon équilibre entre ce que la data peut nous apporter, mais aussi ce qu'il faut en craindre pour ne pas être totalement dépendant et prisonnier ? C'est quoi le bon équilibre ? J'entendais tout à l'heure un point entre censure et régulation. Et c'est exact. Il y a un moment, ce sont des choix de société. Il y a des choses qui peuvent apparaître comme de la censure, et à d'autres endroits, on appellera de la sécurité. Donc, c'est aux citoyens, à un moment, de se dire, par exemple, sur la reconnaissance faciale dans les lieux publics, qui est quelque chose qui n'est pas interdit par l'IA Act, est-ce qu'on le veut ou on ne le veut pas ? Dans quelles conditions ? Avec quelle protection ? C'est un débat public. Et c'est important, ces débats publics, de les avoir aujourd'hui et assez tôt. Je vais vous donner un exemple. Quand est arrivé le dataïsme avec Internet, on ne s'est pas posé ces questions-là. Donc aujourd'hui, on a un Internet qui est totalement libre, où la donnée est au même coût pour toutes les données. Ça veut dire que si vous consommez énormément de data, par exemple, vous êtes Netflix, vous ne payez pas plus cher que les autres opérateurs, parce que le consommateur de la data, c'est plutôt celui qui va consommer, qui va payer, pas celui qui produit l'information. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ce n'est pas juste ? La data des services publics n'est pas prioritaire par rapport aux services privés. C'est normal, c'est pas normal. Aujourd'hui, il n'y a plus la question, on a accepté un Internet avec ses propres règles. Et bien, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. Si on ne définit pas assez vite les grandes règles, ces règles, on ne pourra plus y toucher.
Aujourd'hui, on voit bien que les données, elles influencent nos choix, que ce soit sur Netflix, sur les recommandations, sur les réseaux sociaux, quand on a des pubs commerciales, les informations qu'on peut aussi nous pousser sur ces mêmes réseaux sociaux qui parfois vont même jusqu'à nous enfermer dans des bulles cognitives et nourrir quelque part nos croyances, nos convictions. Jusqu'où cette influence peut-elle aller et comment on dissocie quelque part le bien du mal ? Alors, la distinction du bien et du mal, c'est une affaire de morale, donc c'est une affaire de société. Je pense que c'est hyper important, mais c'est déjà un problème qu'on a, je crois, aujourd'hui, indépendamment du dataïsme et sur lequel il faut se pencher. L'autre spécificité qu'on a et qui, elle, est propre au dataïsme, c'est la difficulté qu'on a entre le réel et le virtuel. Et là, on est sur quelque chose qui est très important parce que dans le virtuel, tout d'un coup, on n'est plus avec les autres, donc on ne fait plus société. Mais d'autre part, avec le virtuel, on n'a pas le même virtuel. C'est-à-dire qu'on ne vit plus au même endroit. Et donc, c'est très compliqué de s'entendre quand on n'a plus la même vie. Le troisième point fondamental de cette dissociation, c'est qu'on n'a plus le sens des réalités. Quand aujourd'hui, vous voyez comment on vit sur les réseaux sociaux, où vous avez toute une population qui essaye de se mettre en scène sur les réseaux sociaux, vous avez même des filtres Instagram, vous avez le syndrome Instagram, c'est-à-dire des gens qui veulent ressembler aux filtres qu'ils ont créés d'eux-mêmes. Et ça touche tout le monde. Si je prends le cadre qui est sur LinkedIn et qui tout d'un coup essaye de se mettre en scène perpétuellement dans une image qu'il essaye de donner de lui-même, on est déconnecté de la réalité. Et donc, finir de croire à ça, c'est une véritable schizophrénie. Il y a un autre sujet, c'est que ces données, quelque part, elles sont devenues aussi un enjeu de pouvoir, que ce soit politique, économique, géopolitique. Comment est-ce qu'on s'assure de ne pas en perdre la maîtrise quand on regarde ce qui se passe à échelle mondiale ? Alors, il y a deux phénomènes qu'il faut avoir en tête sur la grande évolution du dataïsme. Le premier, il est économique. Historiquement, en économie, on était dans un monde qu'on appelait décentralisé, c'est-à-dire vous aviez plein d'entreprises et on considérait que l'optimum était atteint par le fait que chaque agent essayait de tirer le meilleur, donc proposer le meilleur produit, puis la mise en concurrence permettait de baisser les prix. Bon, c'est les lois du libéralisme qui étaient basées sur cette décentralisation. Aujourd'hui, on passe d'un monde décentralisé à un monde centralisé. Vous aviez avant des lois anti-concurrence, mais aujourd'hui, vous avez une centralisation parce que vous avez la centralisation de la data qui voit l'émergence de nouveaux acteurs que j'appelle des orchestrateurs. Donc, c'est quoi un orchestrateur ? C'est quelqu'un qui va agréger l'ensemble des offres et qui va orienter la demande. Et entre les deux, il va cumuler les datas qui viennent des producteurs, donc des agents économiques, les vendeurs, et qui va cumuler les données des acheteurs, et qui va affiner cette donnée, qui va l'orienter. Vous voyez bien le pouvoir qu'il peut y avoir dedans. Et c'est comme ça qu'un Amazon devient extrêmement puissant et devient non pas un vendeur, mais un revendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une marketplace où tous les commerçants doivent venir sur la place de marché. Votre téléphone, avec votre store, devient aussi un orchestrateur. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent accéder aux consommateurs sur le téléphone sont obligés de passer par le store et doivent reverser 30% de leur chiffre d'affaires à l'orchestrateur, donc en l'occurrence Apple. Vous avez la même chose avec Google et dans tous les secteurs, vous allez voir l'émergence d'un orchestrateur comme peuvent l'être Booking, Uber. Et donc l'émergence de cet orchestrateur, c'est finalement la fin de la décentralisation propre au libéralisme. Et puis à côté de ça, pour compléter votre question, on voit exactement le chemin inverse dans les relations sociales. Nous avions avant des corps intermédiaires, qu'on appelle dans la science de l'information des gatekeepers, qui étaient les gens qui justement centralisaient l'information, allaient la trier et permettaient à tous d'accéder à une information triée. Donc c'est quoi ces gatekeepers ? C'est les journalistes, ce sont les médias, ce sont les hommes politiques, les syndicalistes. Ce sont tous ces gens qui à un moment étaient les corps intermédiaires à qui on avait fait une délégation. On leur disait « va chercher l'information pour moi, traite-la » et propose-moi quelque chose en tant que sachant. Et aujourd'hui, on voit bien que ces corps intermédiaires volent en éclats parce qu'on a tous accès à l'information. Il y a pour tous la possibilité d'être en relation avec des milliers, des millions de personnes. On peut tous faire le buzz autour de notre cercle et bien au-delà.
et on a tous une sorte de présomption de compétence à laquelle on est attaché. Alors, tout à l'heure, on parlait avec Luc Julia de régulation. Il nous rappelait notamment cette fameuse formule que les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. Je vais citer un passage de votre ouvrage, Bienvenue dans le dataïsme. Je précise que vous pourrez le retrouver tout à l'heure dans la librairie à la librairie du festival. Vous cite, vous parlez de l'IA Act. Ainsi, l'Europe a choisi, comme souvent, de réguler, car elle cherche à défendre l'individu face à un nouveau risque, celui du dataïsme. Que chacun soit réduit à une data qui circule, défendre la notion de privacy, honore l'institution. Mais dans la concurrence, je tourne la page 2 secondes. Dans la concurrence internationale, ce choix peut pénaliser l'essor d'une économie de l'intelligence artificielle. Les producteurs d'IA, comme les cas d'usage qui en découlent, pourront plus facilement se développer dans des environnements américains ou chinois qui n'ont pas pris de telles précautions. Est-ce que je peux vous laisser développer ? Bien sûr. On voit bien les deux excès qu'il peut y avoir. Un excès qui est celui de trop réguler et donc d'empêcher et les acteurs économiques d'émerger et l'innovation d'émerger avec tous les bienfaits qu'ils peuvent apporter en médecine ou ailleurs. Le problème est, on ne peut pas non plus être dans un monde où tout est permis et c'est la jungle. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Europe ? L'Europe a choisi de mettre des lois. Je trouve que c'est plutôt pas mal de le faire et de le faire vite avant que, justement, on ne puisse plus revenir en arrière. Et donc, il y a deux types de lois qui existent. Il y a même trois types, on va les reprendre les uns après les autres. Il y a la Constitution, il y a les lois, il y a la jurisprudence. Finalement, qu'est-ce qu'a fait l'IA Act ? Elle a défini une sorte de constitution. Elle va un tout petit peu plus loin, mais c'est quand même une constitution. C'est-à-dire qu'elle a décidé de définir les IA par rapport à la nature de risque qui leur était attachée, en disant l'IA qui affecte les droits fondamentaux, c'est interdit. Il y a d'autres IA qui touchent à des risques importants, il faut des garde-fous. Et puis quand il n'y a pas de risque ou très peu, allez-y librement. C'est pas bête comme cadre juridique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Luc Julia qui dit c'est quand même une connerie parce que ça serait plus intéressant de partir de la jurisprudence et quelque part des applications pour fixer une régulation et un cadre législatif. Vous êtes d'accord avec ça ? Pas totalement, parce que je pense que c'est bien d'avoir une constitution. Ça pose les grandes valeurs et les valeurs dans lesquelles on veut vivre en commun. Et donc le faire par la nature de risque, c'est même pour moi le b.a.-ba. Dire que quand ça touche à l'humain, à ce qu'il a de ses valeurs fondamentales, c'est interdit, c'est quand même ce sur quoi on a construit. Alors on peut changer une constitution, mais ça donne quand même des bases. Et puis après, on peut avoir des lois. Donc les lois, c'est de dire, dans le public, c'est interdit, sauf si ça touche à la sécurité nationale. Bon, on voit bien qu'on peut tomber dans certains États à des excès de ce que c'est que la sécurité nationale, mais d'une façon générale, on trouve que ce concept, c'est pas mal quand même qu'on ait un État qui nous protège du terrorisme, d'un certain nombre de choses qui peuvent nous toucher. Donc, avoir ces grands principes qui sont rappelés quand même dans une loi, ça permet aux institutions de reprendre le droit et de dire qu'est-ce qui est interdit et de mettre des amendes. Si on n'avait pas ça, tout est possible. Par contre, dans le secteur privé, si vous avez besoin de mettre une reconnaissance faciale pour vous rentrer chez vous, c'est autorisé. Après, il y a des garde-fous qui sont donnés par la loi. Donc il faut bien revenir avec ces trois fondamentaux, constitution, loi et jurisprudence. Et il faut les laisser vivre. Finalement, n'essayons pas peut-être de réinventer absolument tout à l'heure du dataïsme, appliquons aussi des principes fondamentaux qui ont fait leur preuve. Et c'est ça que j'essaye de défendre, c'est qu'aujourd'hui, les univers virtuels dans lesquels on est, ces univers de la data qui vont extrêmement vite, sont des univers qui sont en décalage avec le temps du régulateur ou avec le temps du politique. Le politique, le problème, c'est que souvent on a des hommes politiques qui en moyenne ont 40-50 ans, qui ont été formés dans un autre monde, où tout va très vite, qui travaillent énormément, et finalement, ce qui se passe des 3 dernières années, ils ne sont pas trop au courant. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là. Donc il va falloir qu'on voit comment nos politiques font un petit bond en avant, mais comment aussi le citoyen exige ces débats s'ils ne lui sont pas proposés. Il y a une autre question qui est essentielle, c'est à qui profitent ces données ? Comment est-ce qu'on s'assure que ces données servent davantage l'intérêt commun plutôt que des intérêts privés ? On a aujourd'hui une accumulation des données, donc une accumulation de la richesse chez quelques-uns. On a deux façons d'aborder les choses qui sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre. La première, c'est que dans le monde d'avant, quand il y avait une accumulation de capital et on mettait des lois
anti-monopole pour justement casser les monopoles et maintenir la capacité d'innovation et combattre les rentes de situation. Il faut qu'on remette ce genre de choses en place, il faut qu'on remette de la mise en concurrence. On avait sur les médias le zapping, on avait avec les élections, avec la démocratie les élections. Il faut qu'on retrouve ces endroits de mise en concurrence. Donc là où aujourd'hui on a des acteurs, ces fameux orchestrateurs qui sont en train de concentrer la donnée, il faut que cette donnée elle puisse circuler. Il faut qu'ils puissent l'utiliser, il ne faut pas aller contre le principe économique, mais il faut que cette donnée ne puisse pas en faire une propriété. La donnée appartient aux gens. Et donc le régulateur, avec la RGPD, l'article 20 de la RGPD, avait mis un principe de portabilité de la donnée qui était dans la loi. Sauf que c'était une loi qui n'était pas très opérante. C'est-à-dire si vous essayez d'utiliser cette loi, elle vous permet de récupérer par exemple vos données de chez Spotify. Vous allez avoir ça sur un fichier, mais vous ne pouvez pas le renvoyer à Deezer pour l'utiliser. Donc ce n'est pas très opérant. Et tout est un peu comme ça. Donc il y a des principes qui ont été mis dans la loi, mais il faut qu'on arrive à faire évoluer la loi. La RGPD, article 20, ça a déjà plusieurs années, donc c'est plus du tout adapté. Le deuxième principe aujourd'hui qu'on doit avoir, en plus de cette fin d'exclusivité, j'ai oublié. Ça arrive. Ouais, on est parti. Et ça vous reviendra sûrement. Ça me permet d'enchaîner sur une autre question. Alors, parce c'est vrai qu'on parle de protection des données individuelles. J'aimerais élargir sur la protection des données, par exemple scientifiques. Si on prend l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump qui, quelque part, détruit les données scientifiques qui sont notamment liées au climat, comment est-ce qu'on fait aussi, quelque part, pour protéger ces données qui sont absolument essentielles dans la connaissance de notre monde, mais aussi dans la construction de celui à venir? Ça revient à ce que j'évoquais. Je pense que la data, elle ne doit pas être privatisée. Il faut que la data puisse circuler, que la data, il y a des data publiques qui doivent être un bien commun et la data doit pouvoir circuler. Donc quand elles appartiennent à une institution, une autre institution doit pouvoir y accéder avec certains encadrements, évidemment. Mais on voit bien que la privatisation de la donnée, soit pour des acteurs privés, mais dans votre exemple, c'est de la puissance publique, ce qui est assez aberrant d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument lutter, sinon c'est un nouveau totalitarisme qui risque de se mettre en place à travers la propriété de la data. Donc moi, je suis à fond pour qu'à un moment, on ait des règles de partage de ces données-là. Tout à l'heure, Luc Julia, on parlait justement des biais liés à l'intelligence artificielle et notamment à l'intelligence artificielle générative. Lui, sa recommandation, c'était biaison à fond. Vous étiez dans la salle, vous l'avez entendu. On connaît aujourd'hui les biais sexistes, racistes et autres qui sont générés avec une donnée qui est majoritairement empreinte de la culture américaine. Vous êtes d'accord avec le biaison à fond? Il y a deux types de biais. Il y a des biais qui sont illégaux. Quand on a des biais racistes, ils sont illégaux. Donc il ne faut pas les débiaiser, il faut les interdire. Voilà. Et donc c'est très clair, la loi va dans ce sens-là. Et donc si vous avez un algorithme qui est biaisé sur des considérations racistes, ou on l'a vu avec le traitement des CV qui était défavorable aux femmes, il faut mettre des amendes dans ce cas-là, comme on le fait dans les règles habituelles. Et puis vous avez d'autres biais où c'est plus compliqué. Des biais par exemple idéologiques. Les biais idéologiques, ils ne sont pas vraiment illégaux. On peut être de droite, on peut être de gauche, on peut être d'extrême droite, jusqu'à un certain point, ou d'extrême gauche, c'est toléré par la loi. Donc là, la question, c'est un peu comme dans les journaux. Il y a des journaux aujourd'hui qui sont de droite ou de gauche, mais vous le savez, la ligne éditoriale est claire. Donc il faut à un moment que l'individu puisse soit savoir quels sont les biais de ces IA telles qu'elles existent pour pouvoir les choisir, soit qu'il puisse paramétrer. En tout cas, on lui donne le choix de paramétrer pour que les bulles d'information, vous savez, les bulles d'information, c'est ce qu'on vous soumet qui souvent correspond à ce que vous attendez, ce que vous aimez, mais qui vous enferme dans une certaine réalité. Mais vous pouvez très bien, malgré vous, être enfermé dans une réalité d'extrême droite ou d'extrême gauche ou du centre, alors que ce n'est pas ce que vous avez envie. Et donc, vous n'allez voir que des messages concordants. Vous avez besoin de le savoir. Donc, vous avez deux phénomènes. Vous avez ces phénomènes de bulles, on vous donne ce que vous avez envie, mais vous avez le phénomène des biais généraux du LLM. Et là, je pense qu'il faut qu'on arrive à des paramétrages. Il y a quelques jours, on a échangé par téléphone et je vous ai
je vous ai posé la question, si on se projette dans le futur à horizon 2030, quel futur serait le plus souhaitable, et vous m'avez dit, moi je ne me projette pas, je ne me positionne pas. Vous avez fait un exercice qui est différent dans votre livre, c'est que vous évoquez 4 scénarios pour demain. Est-ce que vous pouvez nous partager en synthèse ces 4 scénarios ? Mais moi, je ne suis pas donneur de leçons, et dans cette salle, j'imagine qu'il y a des sensibilités différentes, et je n'ai pas de leçons à vous donner là-dessus. Par contre, mon grand message, c'est la société est en train de se construire à l'heure du dataïsme sur d'autres critères que ceux sur lesquels nous choisissons, nous votons, nos hommes politiques nous emmènent, et donc on doit reprendre la main, en tout cas on doit être conscient et exiger le débat. Et donc dans mon livre, en effet, j'essaye de faire un peu de projection. Alors la projection, c'est toujours dangereux. Et je pose 4 scénarios selon 2 axes. Comme ça, au moins, je ne me trompe pas. Les 2 axes que j'ai posés, c'est est-ce que l'IA va remplacer les emplois et donc il y aura de moins en moins d'emplois. Le deuxième, sur le même axe, c'est de dire, en fait, un peu à la façon Schumpeter, il y a des emplois qui vont disparaître et d'autres qui vont naître. Il n'y a plus de maréchal Ferrand, mais on a eu des garagistes. Là, on sent bien qu'on aura moins de développeurs, mais peut-être qu'on n'aura plus de boulot créatif. On aura des nouvelles choses qui vont arriver, des métiers qu'on ne connaît pas, ou plus de croissance qui va naître, qui permet d'avoir des nouveaux emplois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pose un petit peu et je projette les mondes selon qu'on sera dans un excès de « il n'y a plus d'emploi » ou au contraire, on reste dans le plein emploi avec de la croissance. Et puis le deuxième axe qui me semble très important, c'est celui de la satisfaction. Cette société dataïste est une société qui nous invite à avoir de plus en plus de satisfaction et de plus en plus de satisfaction individuelle. Le problème, et ceux qui sont victimes de la mode connaissent, quand on achète, on a envie d'acheter un peu plus et c'est une frustration continue qui peut arriver. Donc est-ce que cette machine à créer de la satisfaction, c'est une machine à nous satisfaire plus ou c'est une machine à nous créer de la satisfaction de plus en plus vite ? On ne le sait pas encore. Et donc je projette un petit peu les 4 mondes qui déduisent de cette matrice. Je peux peut-être en donner juste un et peut-être celui qui paraît le moins terrible, c'est celui, on a le plein emploi et on a une satisfaction, ça paraît très beau. Et je pense que c'est sans doute le plus préférable des 4. Mais ce monde que j'appelle un peu le monde Air, c'est-à-dire, vous voyez ce film où tout le monde obtient de son ordinateur ce qu'il veut, et y compris un OS qui répond à tous vos désirs, jusqu'au point où on devient amoureux de son système d'exploitation. Bon, si ça amène du bonheur, c'est pas mal. Si ça nous coupe du monde, ça l'est beaucoup moins. Mais surtout, derrière cette présentation, c'est un individualisme qui est derrière, qui est assez effrayant. En tout cas, il va falloir qu'on construise comment on arrive à être tous ensemble en étant tout seul. C'est pas gagné. On voit bien qu'on est dans une espèce de course à l'optimisation et à la performance. Est-ce qu'on peut perdre l'essentiel ? Ou du moins, qu'est-ce qu'on peut perdre d'essentiel ? L'essentiel, c'est le libre arbitre, d'abord. Vous voyez bien, quand vous utilisez Waze, les taxis qui utilisent Waze tout le temps, ils ne savent plus les routes de Paris. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Et donc, il y a un moment, à force de se laisser guider, on oublie des réflexes un peu fondamentaux qu'on peut avoir. On perd le sens critique, pour reprendre un mot qu'a utilisé tout à l'heure Luc Julia. Donc je pense que la première chose qu'il faut qu'on arrive à gagner, à garder, c'est justement cette capacité de jugement. La deuxième, c'est le sens du réel. Ça me semble être une valeur extrêmement importante sur laquelle c'est peut-être là qu'on est en train de le plus de perdre. On est tous en train de passer de l'autre côté et donc il va falloir qu'on apprenne aussi à déconnecter ou à vivre avec cette schizophrénie. Peut-être qu'être schizophrène, c'est le sens de l'histoire, d'être capable d'être à la fois dans le réel et dans le virtuel. En tout cas, il va falloir qu'on construise comment on arrive, et je pense que la solution, elle appartient à chacun. Chacun va devoir construire selon ses appétences, selon sa consommation, selon sa psychologie, comment il arrive à être schizophrène. Le troisième, je m'arrêterai là, des axes fondamentaux sur lesquels il faut qu'on soit vigilant, c'est le sens du long terme. Le dataïsme nous amène à attendre de plus en plus une satisfaction de court terme. Et donc tout ça nous amène à arrêter d'investir sur nous-mêmes, sur le long terme. Et là, il y a un risque, parce que les plus belles choses, on les construit sur le long terme. On le voit, les sites de rencontres, par exemple, c'est un système de court terme. Je rencontre quelqu'un, je swipe à droite, je swipe à gauche, le sens de la séduction a été perdu.
Là encore, je ne donne pas de leçon, mais c'est juste un exemple de ces choses qu'on commence à perdre progressivement. Et quand vous l'avez perdu sur une génération, vous formez la génération suivante sans ces valeurs-là. Donc il est très important que sur la génération qui vienne, on soit capable de transmettre encore ce sens du long terme à la génération suivante. Ah, vous avez commencé à répondre un peu à mes questions suivantes, mais ce monde dataïste, on y est. Quelque part, on n'a pas le choix, on y est. C'est le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il se dessine demain. Après, c'est sûr que la question que vous évoquiez, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre dedans. Il y a ce choix de société, en effet. Il y a comment est-ce qu'on fait pour ne pas le subir et pour le choisir. Quels sont les choix de société majeurs, selon vous, qu'on devrait faire dès maintenant? L'un des premiers choix, c'est quand même le respect des règles qu'on a définies ensemble. Je reviens là-dessus. On est en train d'abandonner de plus en plus soit un monde qui n'est même pas orchestré, qui n'est même pas organisé. Je reprends l'exemple de la liberté, peut-être du harcèlement, mais je peux prendre la liberté d'expression. Aujourd'hui, le principe de la liberté d'expression, ce n'est pas celui qu'on a construit en France depuis la Révolution française, réaffirmé depuis 1945. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour que ça évolue de cette façon-là, dans un système qui est en effet plus américain que français, ou pas? Le harcèlement que j'évoquais tout à l'heure, tout d'un coup, on a l'impression qu'on tolère beaucoup de choses. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un système de permis à point d'insulter les gens sur les réseaux sociaux? Je ne veux pas les interdire, et ce n'est pas moi qui vais dire est-ce que c'est 2 fois, c'est 100 fois. Mais est-ce qu'on a le droit d'insulter son voisin 1000 fois dans l'anonymat, sans qu'il ne se passe rien, et d'inciter les autres à faire pareil? Dans la vie de tous les jours, c'est interdit. Donc je pense qu'il va falloir qu'on revienne dans ce monde du virtuel dans lequel on vit de plus en plus à qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est celle de la souveraineté. Quelque chose qui me semble très important. La souveraineté, c'est les grandes règles qu'on accepte d'influence extérieure qui s'imposent aujourd'hui à nous. Donc jusqu'où on accepte ces règles-là, c'est-à-dire on veut imposer des acteurs français ou pas. Moi, j'y crois pas personnellement, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne crois pas qu'on puisse imposer un Quant, je ne crois pas qu'on puisse imposer un Mistral, qu'un Mistral, on puisse faire qu'il ne soit pas racheté. Donc ça me semble être une voie très dangereuse. Mais c'est un choix de société. Est-ce que tout d'un coup, on veut mettre, comme on l'a mis à un moment, des limites qui faisaient que les grandes sociétés françaises, elles n'ont pas le droit d'être rachetées ou pas? On l'a mis sur l'industrie, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Hein. À un moment, ça a empêché en Europe des fusions qui nous auraient peut-être protégés des Américains. Mais c'est des débats de société. Si on essaye d'être très concret et peut-être de donner quelques clés aux personnes qui sont dans la salle, comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle, pour lutter contre sa propre obsolescence, pour reprendre vos formules? Est-ce qu'il y a des gestes simples ou des prises de conscience plus larges à avoir au quotidien pour justement être plus ancré dans le réel et ne pas subir le virtuel? Je pense que l'école doit nous apprendre l'esprit critique. C'est un mot qui a été utilisé tout à l'heure, mais je pense que l'école a un devoir, parce que de plus en plus, le vrai est challengé en faveur du vraisemblable. Et donc, on a un vrai problème de ce côté-là. La vérité est quelque chose qui n'est plus dans l'humanité, dans les humanistes, c'était quelque chose qui était très fort. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Alors, il faut faire attention sur ces valeurs-là. La vérité d'un moment n'est pas la vérité d'un autre moment. Si à un moment, on avait dit à Galilée, il n'a pas le droit de changer un peu le monde, on n'aurait jamais évolué. Mais donc, comment on fait pour mettre des règles? Et de la respiration, c'est le principe de la censure que j'entendais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on interdit? Qu'est-ce qu'on autorise? Et c'est des principes qu'on appelle les fenêtres d'Overton, qui est qu'est-ce qu'on autorise dans un débat public et qu'est-ce qu'on s'interdit dans un débat public. Aujourd'hui, ces grands principes-là, ils ont totalement disparu. Et donc l'esprit critique, appris à l'école, parce que je pense que c'est là qu'on crée les socles communs de plus en plus, c'est un droit fondamental. Le deuxième, c'est la déconnexion. Je crois que le droit à la déconnexion, c'est quelque chose d'important. On l'oblige pour les salariés, on ne se l'oblige pas à nous-mêmes. Les Chinois sont en train de l'imposer chez eux. Ils ont mis des lois qui font que les jeunes n'ont pas le droit d'utiliser, de jouer aux jeux vidéo en ligne après 22 heures. À partir d'un certain âge, vous n'avez pas le droit au téléphone. Donc on a des règles très très strictes là-dessus. Je trouve qu'on a commencé pour la première fois à faire quelque chose sur les sites pornographiques en France, mais pas en Europe.
Donc c'est un progrès. D'ailleurs, c'est étonnant parce que la France est vraiment précurseur sur le sujet et l'Europe ralentit la France en disant faut que ce soit porté à échelle européenne, vous allez trop vite. C'est ça, mais à un moment, quelquefois, il faut peut-être aller plus loin. Moi, je crois qu'il y a des vérités fondamentales. Il faut protéger la jeunesse. Et donc, il faut prendre nos responsabilités. Mais derrière ce micro-exemple des sites pornographiques, on a ce principe du droit à la déconnexion. Alors là, c'est la déconnexion totale pour les mineurs, et c'est très bien. Mais lesquels on veut, comment on se les impose, comment on se met des hygiènes de vie, comment peut-être on pousse les gens à moins scroller aussi sur les pages. C'est pas l'interdire, je ne crois pas à l'interdiction, mais à un moment, quand quelqu'un a scrollé pendant plus d'une heure, lui mettre un petit icône d'alerte en lui disant « ça fait 1 heure que tu scrolles ». Après, la personne continue ou continue pas, mais elle a quelque chose qui lui permet de reprendre la notion du temps. Vous savez, dans les salles de jeu, on ne met pas d'horloge. On ne met pas d'horloge pour que les gens puissent jouer à Las Vegas pendant toute la nuit. Ben, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il faut à un moment qu'on remette des horloges qui fait que les gens sont quand même majeurs et ils doivent choisir. Mais aujourd'hui, comme ils n'ont pas d'horloge, ils ne peuvent plus choisir. TikTok le faisait, ça, non? Ou il n'y avait pas une alerte à un moment donné? J'utilise tous les réseaux sociaux sauf TikTok. D'accord, moi non plus, mais il me semblait avoir entendu ça. Il nous reste quelques minutes, on va prendre des questions en salle. Alors, il y a 2 micros. Ah, bah, on a une première question devant, super. On vous écoute, monsieur. Oui, bonsoir. Quand vous parlez du dataïsme, donc on parle de data, mais en fait, la grande innovation, si je puis dire, des réseaux sociaux récemment, c'est que la data devient une opinion, ou l'opinion devient une data. Est-ce que vous avez réfléchi dans votre approche, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour qualifier la data? Puisque on est actuellement sur les réseaux, tout se vaut. Enfin, il n'y a pas de distinction entre l'opinion et le fait scientifique, par exemple. Il y a 2 points derrière votre question. Il y en a un qui est, en fait, la data n'a pas d'odeur. La data, elle est d'une certaine façon objective. C'est le traitement de la data qui, tout d'un coup, lui donne du sens et lui donne une opinion. Le problème que vous soulignez est plutôt un problème de philosophie et de société. Depuis Deleuze, on a accepté que tout se vaut et que toutes les opinions pouvaient être discutées. Donc on est rentré quand même dans une société moins conservatrice, hein, parce que c'est quand même ça qu'il faut admettre, qui était qu'avant on avait une société jusqu'aux années 60 extrêmement conservatrice qui guidait un petit peu ce qu'il fallait penser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu peu d'évolution d'une génération à une autre, c'est que la génération qui arrivait avait des règles imposées par la précédente. Et ça a quand même forgé un petit peu les références de nos sociétés. L'apport de la French Theory, c'est comme ça qu'elle s'appelle, de la fin des années 60 et repris beaucoup par les Américains au début des années 2000, ça a été justement tout se vaut et on doit accepter toutes les opinions, toutes les communautés, tout est acceptable. On voit bien les bienfaits de ce changement-là. Mais de la même façon que le conservatisme avait ses excès et ses risques, on est en train de goûter au risque de ce tout est permis. Donc il va falloir qu'on remette des bornes à des endroits. C'est juste pas facile. Et j'ai toujours peur, moi, des excès. Et donc là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est des choix de société. C'est des choix où on doit à un moment se dire qu'est-ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Mais aujourd'hui, très clairement, on est parti sur une société qui autorise tout. Voilà, c'est le principe qu'on a accepté. Je vous laisse compléter et après on prendra une autre question. Oui, excusez-moi, ce n'est pas un problème pour moi d'autorisation, c'est un problème de qualification. C'est-à-dire que Trump dit « il n'y a pas de réchauffement climatique », c'est une opinion. Un organisme scientifique dit « la température moyenne du globe s'est réchauffée de 1,5 degré depuis 50 ans », c'est un fait scientifique. Mais aujourd'hui, le drame, pour moi, c'est que c'est mis exactement sur le même plan. Vous êtes au cœur de ce que j'évoque depuis tout à l'heure. L'humanisme, c'était de valoriser la pensée scientifique. Le dataïsme, c'est de valoriser l'opinion. Donc, on vit dans cette société. Le problème, il est que le scientifique se trompe aussi
Et donc, les contre-exemples, moi je suis un scientifique et je défends la pensée scientifique, mais le contre-exemple a tué d'une certaine façon le scientifique. Il a été démontré qu'il y a énormément d'études où les scientifiques utilisent les données et biaisent les données. Je pense que c'est marginal, mais dans l'opinion publique, dans la pensée générale, ça fait un tort dramatique à cette tendance-là. Donc, les seules choses aujourd'hui qui sont interdites par la loi, me semble-t-il, il y a tout ce qui est autour de la pédocriminalité, tout ce qui est autour du négationnisme. Donc on a défini des lois sur des grandes choses, mais sinon sur tout le reste, il y a la liberté d'expression et c'est quand même quelque chose de fondamental. Et c'est extrêmement dangereux de rentrer dans le jeu de qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Et c'est là où les réseaux sociaux s'engouffrent, c'est-à-dire qu'on avait déjà le droit de dire tout ce qu'on voulait avant, mais avant on le disait au café. Vous aviez 200 000 cafés qui étaient des lieux de socialisation, mais grosso modo, ce que vous aviez dit au café, entre les gens qui n'étaient pas dans le café et ceux qui avaient trop bu pour s'en souvenir, ça passait à l'as. Et on était identifiés. On était identifiés, mais par ses proches qui vous connaissaient déjà. Oui. Mais aujourd'hui, vous pouvez le dire, et vous pouvez le dire partout. Il y a une étude du MIT qui était sortie qui disait qu'un faux fait, donc un fake news, a 70% de chances de mieux circuler qu'une vérité. Et donc, le problème de notre société, c'est celle-ci. C'est qu'on s'autorise, on est nous-mêmes sensibles à tous ces, l'expression c'est putaclic, qui font que on a envie de sensationnel. Il faut que nous, on arrête de cliquer sur les trucs sensationnels et qu'on vienne aux trucs qui ont de l'importance. Et c'est là où je reviens au poids de l'école, au poids de l'éducation, au poids des parents. Et tout ça, ce n'est pas de la régulation. Moi, je ne crois pas à la régulation sur ça. Je crois à un moment qu'on revienne à expliquer aux gens le sens des valeurs et la valeur de leur temps. La valeur du temps, c'est quand même la chose la plus importante qu'il faut qu'on apprenne à chacun d'entre nous. J'allais dire aux enfants, mais malheureusement, je crois que ce n'est pas un problème d'enfant, c'est un problème de chacun d'entre nous. Je regarde ma fille qui est au 2e rang, qui me dira « Papa, tu passes trop de temps sur le téléphone, toi aussi. » Voilà. Donc, on est tous les victimes de ça. On va prendre une autre question. Madame. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. J'aimerais avoir votre avis sur le techno-féodalisme. Juste là. Savoir si, à force que les grandes plateformes exploitent nos données, on n'allait pas devenir des esclaves, des vassaux, en tout cas de ces grandes plateformes qui vont prendre le pouvoir petit à petit et finalement diminuer aussi le pouvoir des États, le pouvoir public. Voilà, votre avis là-dessus. Merci. Alors, j'ai écrit 240 pages sur le sujet, donc c'est au cœur de mon livre. Je pense qu'on est dans une société, en effet, où l'État-nation est en train d'être balayé par le dataïsme. Parce que la data circule, parce que les grandes sociétés peuvent jouer de nos règles fiscales, parce qu'on voit émerger des monnaies. La monnaie, c'était quand même la souveraineté d'un État. Si vous avez suivi ce que c'est que le stablecoin, qui est une monnaie numérique un peu comme le bitcoin, mais qui est adossée à une monnaie, donc vous n'avez plus de volatilité. Et c'est en train de tuer complètement le contrôle d'échange des pays, les pays les plus faibles, qui essayaient de garder leur monnaie grâce au contrôle d'échange. Le stablecoin est en train de permettre à tous les agents économiques de ce pays de pouvoir sortir l'argent sans qu'aucune banque puisse le contrôler. Donc, on est en train d'assister à un monde où les frontières sont en train de s'affaisser. Donc, oui, je vais dans votre sens. Il y a quand même un deuxième sujet qui est derrière votre question, qui est celle de ces fameuses big tech. Et je pense que les big tech, on peut les réguler de deux façons. On peut les réguler, pas comme on essaye de le faire, on peut les réguler par rapport à cette fameuse data dont il faut qu'ils arrêtent d'avoir le monopole. Il faut que cette data puisse circuler, qu'elle puisse être à tout le monde et qu'on puisse la revendiquer. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui veut utiliser une donnée qu'il y a chez Google, il doit pouvoir l'utiliser, sous réserve évidemment que le particulier ou l'institution donne son accord. La deuxième, c'est que dans ce monde-là, on va avoir un problème de redistribution. Il va y avoir une accumulation de richesses. On ne pourra pas aller contre cette accumulation de richesses. Alors on pourra réduire, mais il va falloir constater cette accumulation de richesses. Donc comment on redéfinit des règles de redistribution à l'heure du dataïsme? C'est fondamental. Si on le met sur le bénéfice ne sera pas chez nous. Donc il va falloir peut-être s'intéresser plutôt au chiffre d'affaires. Mais on ne peut pas le mettre sur tous les secteurs. Il y a des secteurs où vous ne faites pas exactement les mêmes marges. Donc il faut qu'on aille sur des choses beaucoup plus fines à réinventer aujourd'hui pour remettre en jeu cette règle de base qu'on a dans notre société, qui sont les règles de redistribution de la valeur. Et je pense que c'est
comme ça qu'on arrivera à réguler, non pas en leur interdisant, ça on n'y arrivera pas, mais plutôt en prenant cette supplément de valeur qui a été créé. Et on peut faire des choses, je vais donner un exemple qui existe dans un secteur qui n'a rien à voir, qui est le cinéma. Le cinéma du monde entier, pratiquement, a disparu. Il est resté à peu près en Inde parce que c'est un territoire un peu fermé. Et puis évidemment aux États-Unis qui sont assez hégémoniques. Il y a un endroit qui a résisté un peu comme un village gaulois, c'est la France. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des règles de taxation sur les billets qui obligent à redistribuer pour les films français. Donc on a plus de 200 films français qui sont produits en France et qui sont notamment financés par l'ensemble des films et des entrées que vous avez. Comme à peu près 55% des entrées sont faites par les films américains, c'est une façon de faire de la redistribution des majors américaines vers les films français. Et vous voyez que le système fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'il a permis, contrairement à toutes les cinématographies du monde, de résister. Donc les systèmes de redistribution de valeur, ça existe et ça peut fonctionner. Il faut les réinventer à l'heure de ces big tech. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je peux rajouter peut-être une question sur le... vous avez parlé de liberté de la data. Il y a une autre alerte qui commence à arriver, notamment par le secrétaire général des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle le splinternet, en bon français. C'est le partage de l'Internet par zone idéologique. La Chine, par exemple, certaines informations, si vous regardez sur le MAPI chinois, le Tibet, c'est la Chine. Voilà. Ou Taïwan, pour donner un exemple. Je pense qu'aux États-Unis, maintenant, ça s'appelle Golfe d'Amérique, pas Golfe du Mexique. Mais effectivement, on commence à parler de cette tentation de certaines puissances, ou même de certains continents, à couper l'Internet et de limiter l'accès à l'information de leurs citoyens qu'à ceux qu'ils considèrent être à leur goût. Qu'est-ce que vous pensez de ça comme... C'est la suite logique de ce que j'évoquais tout à l'heure. L'État-nation va disparaître par le dataïsme. Il ne peut pas résister. Donc la seule solution, si vous voulez résister, c'est de couper. Sinon, ce n'est pas possible. Donc on n'est pas parti pour ça, nous, en France, mais les États qui apportent une très grande importance au contrôle de leur population, au contrôle de leur pouvoir, qui sont antidémocratiques, elles sont réduites à faire ça. On le voit... ça a été le cas en Afghanistan là, il y a quelques jours. En Chine, on voit bien qu'ils commencent à faire ça. Donc il y a un certain nombre de zones où ils sont en train de couper parce qu'ils ne peuvent pas résister. Je ne le souhaite pas, hein, mais ce n'est que la suite de l'histoire. On va s'arrêter là. Alors, je reprécise que votre ouvrage, Bienvenue dans le dataïsme, est disponible à la librairie du festival. Vous êtes également présent pour le dédicacer. Donc, n'hésitez pas à aller à la librairie. Et navré pour celles et ceux qui sont là depuis 14h30, mais je vais dire pour une troisième fois que vous pouvez soutenir le festival Atmosphère. Même 5 €. Mais voilà, c'est super important pour continuer à soutenir l'énorme et le formidable travail qui est fait par l'ensemble des équipes. Et je crois encore une fois que ces espaces sont absolument essentiels dans l'époque, la période qu'on vit. Donc vous avez le QR code ici, encore. Et n'hésitez pas à aller sur le site également. Merci par avance à vous. Merci à vous. Et merci.